Joueurs et joueuses, bonjour. Il ne vous aura sans doute pas échappé qu'il y a quelques mois de cela, une compilation incluant les 2 premiers épisodes de la série Lunar, à savoir Lunar The Silver Star Story et Lunar Eternal Blue, était sortie. Si j'ai été tenté pendant un temps de faire une critique sur cette compilation, je me suis dit que ça serait encore plus intéressant de faire une rétrospective sur l'ensemble de la série que l'on doit au studio Alex et au studio Game Arts. Une série qui est composée de 4 épisodes principaux avec pas mal de variations sur un même thème. Une petite précision avant toute chose, Lunar, ça n'est pas Final Fantasy, c'est moins documenté, et même si on trouve pas mal d'informations sur internet, certaines se contredisent parfois, donc j'ai essayé de recouper au maximum les informations, mais je ne suis pas à l'abri qu'une coquille ou deux se soit glissée dans la vidéo. Voilà, là on est protégé si à un moment tu as dit une connerie. Ouais. Bref, aujourd'hui je vous parle de la série Lunar et je vous dis tout après le générique. Lunar The Silver Star a tout d'abord vu le jour au Japon en 1992 sur Mega CD. Il est le fruit de la collaboration entre le studio Alex et le studio Game Arts. Ça avait bien commencé, les deux entités s'étaient rapprochées, elles bossaient main dans la main, et puis ça a malheureusement très mal terminé, mais je vous dirai ça plus tard. Le studio Alex, c'était une petite structure fondée par Kazunari Tomi, un ancien de chez Falcom qui avait bossé entre autres sur Sorcerian, Star Trader ou encore Dinosaur. Le studio ne dura pas très longtemps puisque si leur première création est sortie en 1992, la société a mis la clé sous la porte en 2003. Pendant ce laps de temps, outre les différents opus de la série Lunar, on leur doit Guts in Dinner, un jeu d'action en 3D isométrique sorti en 1994 sur PC Engine CD en collaboration avec la Gainax, Rayma the Truth, un jeu d'aventure sorti en 1996 sur PC en collaboration avec le studio Airguys. Ensuite, ils s'occuperont de la partie programmation de Cellophans en 1997 et Princess Maker Go-Go Princess en 1999. Et leur dernier travail sera sur la partie graphique de The Adventure of Little Ralph la même année. De son côté, Game Arts, c'est une structure déjà plus importante, fondée en 1985, à qui on doit des jeux comme la série de shoot'em up Sylphid, le jeu de plateforme Alicia Dragoon sur Mega Drive, ou encore et surtout la série des Grandia, qui partage beaucoup de choses avec la série des Lunar. Tu vas nous en parler ? J'aimerais bien, mais ça sera plutôt pour une autre fois. Et le studio existe toujours aujourd'hui, même s'il a été racheté par Gungo Online Entertainment. Donc, nous sommes au début des années 90, Kazunari Tomi s'est lancé à corps perdu dans la création de son studio, il a réuni des employés autour de lui, et il ne sait pas vraiment quoi faire. Enfin, il a des idées, et ça faisait déjà quelque temps qu'il avait des vues sur le studio Game Arts. Il suivait leur création, et il partageait leur philosophie, une vision sans compromis où les développeurs se jettent corps et âme dans leur création. Si l'histoire n'a pas retenu où et comment la rencontre s'est faite, une chose est sûre, les deux studios ont commencé à travailler ensemble, Alex se chargeant d'apporter les idées, le gameplay, et Game Arts mettant les mains dans le cambouis pour développer Lunar. Veuillez noter qu'ici, je vous parle de Lunar The Silver Star dans son ensemble, et pas spécifiquement de la version Mega CD, et c'est pour cette raison que j'illustre ça avec des extraits du remaster. Parce que j'ai plus d'images de cette version. Je mettrai des extraits de la version Mega CD quand je parlerai spécifiquement de celle-ci un peu plus tard. De la création de Lunar et de sa suite, on retiendra plusieurs noms. Kazunari Tomi, évidemment, qui a le rôle de producteur. En gros, et pour faire simple, il apporte une partie des idées, il en enlève si nécessaire, il donne des conseils ou gère les plannings. Bref, c'est un rôle un peu opaque, dont la portée va assurément différer en fonction de la taille des projets. Kei Shigema et Takashi Ino ont tous les deux travaillé sur le scénario. Kei Shigema, on le retrouve sur le scénario de Tales of Destiny 2, des adaptations d'animés en jeux vidéo comme Keroro RPG ou Death Note Kiragame, ou encore l'excellent Asura's Wrath. De son côté, Takashi Ino est au crédit de nombreuses œuvres, des Pokémon, des Layton, Octopath Traveler 2 ou Triangle Strategy. Il n'est pas forcément au scénario, il peut s'occuper des dialogues ou de la supervision, mais ça reste toujours dans la même sphère. Pour Lunar, ils se sont décarcassés. Le premier épisode de la série est un titre réellement ambitieux. L'idée était de faire mieux que les autres. Les RPG de l'époque avaient souvent une histoire, mais pas de narration, et c'est sur ce point que Lunar avait décidé de briller.
En vérité, s'il a des marchés nobles, on pourra argumenter que Lunar n'est même pas le premier à viser cela. La série Tengai Makyo, démarrée quelques années plus tôt sur PC Engine, tentait également d'apporter une touche de narration. Tengai Makyo, une série dans laquelle j'aimerais bien me lancer, mais il y a tellement d'épisodes qui sont pas traduits, ça me déprime. En termes de scénario, le premier épisode c'est plus de 200 000 lignes de texte, dont 70 000 rien que pour les dialogues. À la manière d'un Trace, on retrouve un nombre conséquent de personnages secondaires, et tous ces personnages voient leurs lignes de dialogue modifiées à chaque fois que vous avancez dans l'aventure. C'est frustrant, mais c'est le genre de jeu où vous ne verrez jamais l'intégralité de ce que les personnages ont à vous raconter. À moins que vous n'ayez rien de mieux à faire de votre vie. Et si la narration se retrouve dans les dialogues, elle passe aussi et surtout par l'animation. Pour ce faire, le support CD était inévitable et le Mega CD le support de choix. C'est là que je mentionne le travail de Toshiyuki Kubooka, illustrateur et animateur venu du monde de l'animation traditionnelle. Il a travaillé sur le character design de Giant Robo ou Yamato 2520, et en tant qu'animateur sur un paquet de séries comme Nadia et le secret de l'eau bleue, Gunbuster, ou encore l'animation de l'introduction de Gankotsuo. L'adaptation en animé du conte de Monte Cristo qui, pour le coup, n'est pas trop représentatif de son style, mais ça me donne l'occasion de vous conseiller cet animé au style graphique incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, allez y jeter un œil. Je crois que tu digresses. Effectivement. Le travail de Kubooka sur le premier Lunar est assez considérable. Il n'est pas rare d'avoir une personne s'occupant des illustrations et une autre de l'animation, mais là, il portait les deux casquettes. Évidemment, là je vous parle de la version Mega CD. Pour la plupart d'entre nous, on a la version Saturn, PlayStation ou le remaster en tête, mais il faut se rappeler que pour la première version, même si celle-ci est loin de démériter, en termes d'animation, c'est quand même un cran en dessous. C'est daté à présent, mais ça a clairement ce charme des vieux RPG du début des années 90. Ceci étant, même pour les versions Saturn et PlayStation, c'est toujours lui qui chapeaute l'animation, et il est crédité au poste d'animateur clé, de storyboarder et de directeur de l'animation, et il sera crédité au même poste pour Lunar 2 Eternal Blue. Toshiyuki Kubooka a un style facilement reconnaissable. Ce qu'il aime, ce sont les formes géométriques, et on retrouve beaucoup de triangles et de lignes droites dans ses designs. Dans le cas de Lunar, il y a quelques influences majeures. Les héros viennent d'un petit village de montagne, et leurs vêtements sont inspirés des peuples du Nord. Pourquoi ce choix ? Eh bien, à la base, on le doit à Kei Shigema, qui a décidé de placer ses héros dans une région nordique, parce qu'à cette époque, la mode était aux héroïnes peu vêtues qui combattaient à l'épée et qu'il n'aimait pas ça. Ce qui est d'ailleurs assez ironique quand on sait que Lunar n'est pas avare en grivoiserie, gentille, certes, mais bel et bien présente. On pourra également citer comme autre source d'inspiration l'église orthodoxe russe, la religion étant fortement présente dans la série, même si dans le monde de Lunar, on prie la déesse Althena. Accessoirement, une des grandes forces du premier opus, une des raisons pour lesquelles il est resté dans les mémoires de pas mal de joueurs, c'est qu'il a une petite inspiration de Disney avec un côté presque comédie musicale. Je dis bien presque, puisque si on va avoir des chansons, elles ne sont qu'au nombre de 2. La chanson d'intro que l'on va bien entendu entendre à chaque fois que l'on va lancer la console, celle-ci étant très différente entre la version Mega CD et la version PlayStation et Saturn. Je vous ai mis un extrait de la version Mega CD plus tôt, voici le tour de la version PlayStation. Your dreams, magical thoughts, all things are real unless you dream they're not. In your dreams, love is the plot, carried on wings of hope. Each of our souls intertwined
Et on retrouve une seconde chanson qui n'existait pas sur Mega CD et que l'on entend quand nos héros traversent la mer. Wishing on a dream that seems far off, hoping it will come today. Into the starlit night, foolish dreamers turn their gaze, waiting on a shooting star. But what if that star is not to come? Will their dreams fade to nothing when the horizon darkens most? We all need to believe there is hope. Is an angel watching close? Indéniablement, le casting ne serait pas complet si je ne mentionnais pas Noriyuki Iwadare, un autodidacte qui s'est intéressé à la musique de jeu après avoir joué pendant plusieurs années dans différents groupes universitaires. Il serait impossible de faire la liste de toutes les bandes-sons sur lesquelles il a travaillé. Enfin, si, ça serait possible, mais ça n'aurait pas grand intérêt dans le cadre de cette vidéo, donc on se limitera à quelques exemples. Il a commencé sa carrière en 1990 en bossant sur les arrangements des mélodies de Zero Wing ou Afterburner 2, et il va très vite se retrouver à bosser sur des RPG. La version Mega Drive de Ys 3, des épisodes de la série Long Racer, Growlancer, mais c'est évidemment pour son travail sur la série Grandia qu'il est le plus connu. Je le mentionne lui en particulier puisque c'est lui qui a le plus bûché dessus, mais il a néanmoins été aidé par Hiroshi Fujioka, Isao Mizoguchi et Yoshiaki Kubudera. Bref, tout ça, ça donne une dream team de créatifs que l'on va retrouver principalement sur les 2 premiers épisodes de la série Lunar qui débarquent au Japon en 1992. Lunar, de quoi ça cause? Ça n'est pas précisé. On est sur des conjectures et nous, francophones, nous nous faisons rapidement spoiler par le titre, mais Lunar c'est le nom du monde de nos héros. Et il se dit que les habitants vivaient autrefois sur une immense planète appelée Étoile Bleue qu'ils peuvent voir dans le ciel. Celle-ci est devenue invivable suite à des années de guerre et la déesse Althena a transféré l'humanité sur la planète Lunar pour la sauver. Donc, Lunar étant de la fantasy, il sera laissé à l'appréciation de chacun de décider si l'aventure se déroule dans un hypothétique futur lointain de notre civilisation, ou si c'est un hasard le plus total. L'aventure commence et nous faisons la connaissance d'Alex. Comme le nom du studio, tiens, quel hasard! Alex Noah est un jeune garçon d'un petit village perdu. Il est accompagné de Nal, une petite créature ailée que tout le monde qualifie de chat volant, ce qui a une certaine tendance à l'énerver. Là, il coule des jours paisibles avec ses amis, Ramus, le fils du maire du village, et surtout son ami d'enfance, la jeune et jolie Luna Noah. Lunar, je me demande si les deux sont liés. Non, ça doit être le hasard. Et Alex, comme tout bon héros de RPG en devenir, a un rêve, celui de devenir un maître dragon, comme son idole, Dyne, le précédent maître dragon qui était originaire du même village que lui. Donc, un beau jour, Ramus vient trouver Alex en lui expliquant que, paraît-il, on peut trouver des diamants dans la cave du dragon située non loin du village. Une cave du dragon! Pour le jeune Alex qui rêve de devenir un maître dragon, il n'y a pas à hésiter. Et là, ils vont faire la connaissance de Quark, qui va sentir le potentiel de notre héros et lui conseiller d'aller faire le tour du monde et partir à la rencontre des autres dragons afin de relever leurs épreuves et enfin pouvoir devenir un véritable maître Pokémon. Un maître dragon, pardon. Inévitablement, tout cela ne va pas se passer sans embûche, et je ne suis pas là pour vous spoiler l'intégralité du scénario, je vous dirai simplement que nos héros vont rencontrer des compagnons sur leur route, Nash Remak, un mage prétentieux, Mia Osa, une gentille ado, archétype du personnage féminin issu d'une noble famille, bridé par son éducation qui va s'ouvrir au fur et à mesure du scénario, une cousine d'Haru de Persona 5 en somme. Ensuite on a Kyle, un bandit un peu trop amateur de binous et de jolies filles qui aura fort à faire avec Jessica Alkirk, dernière membre du groupe, qui est la fille d'un héros qui a voyagé avec Dyne.
Si par devant elle est polie et gentille, son vrai visage est très différent, et elle ne manque pas de caractère, ce qui est bien le minimum pour réussir à canaliser ce pochetron de Kyle. Et au final, le casting fonctionne plutôt pas mal. Ramus étant rapidement mis de côté, on se retrouve avec 3 jeunes couples de héros qui semblent avoir tous plus ou moins le même âge, même si Kyle doit être un brin plus vieux. On a donc Alex et Luna, le couple central de l'aventure. Attends, tu as dit tout à l'heure qu'ils s'appelaient Alex Noah et Luna Noah. Ça veut dire qu'ils sont frères et sœurs. C'est dégoûtant. Non, c'est sa sœur adoptive. Adoptive, ça change tout. Ah, bah ça va alors. Nash et Mia, représentants de la guilde magique de Vayne, ils suivent une certaine étiquette, tandis que Jessica et Kyle sont quand même beaucoup plus bruts de décoffrage. Kyle parce qu'il est un bandit et Jessica parce qu'elle est la fille d'un héros qui est plutôt l'archétype du barbare. Évidemment, s'ils seront aidés par un certain nombre de personnages qu'ils rencontreront durant leur aventure, comme Like, un baroudeur qui les croisera plusieurs fois à la route de nos héros, Freshka et Tempest des chasseurs de la tribu de Pao, une tribu inspirée des peuplades mongols. Oui, parce que ça se voit pas comme ça, puisque la version américaine a changé pas mal de noms, mais si ce personnage s'appelle Tempest en version anglaise... Sans doute parce qu'il ne se lave jamais. Mais non! Son nom original est Temzin, ce qui ressemble beaucoup à Temujin, ce qui est le nom de naissance de Genghis Khan, d'où son côté chasseur à cheval dans les steppes. De l'autre côté, ils vont rencontrer un certain nombre d'antagonistes qui leur mettront des bâtons dans les roues. On retrouve au centre de l'aventure le personnage de Galéon, un ancien ami de Dain qui a vrillé et qu'il va falloir empêcher de détruire le monde. Celui-ci sera aidé par un trio de méchantes, Zenobia, Fascia et Royce, parce que c'était la mode à l'époque d'avoir des trios de méchantes. Quoique, pour être précis, dans la version originale, seule Zenobia était présente, les 2 autres ayant été rajoutés dans le remake. Je vais vous toucher 2 mots sur le gameplay. Autant si d'un point de vue graphisme, scénario et musique, le jeu de base n'a pas vieilli, et quand je parle de jeu de base, je fais surtout référence à la version PlayStation, autant concernant le gameplay, c'est... loin d'être une horreur, mais ça marque méchamment son âge. Il reste néanmoins une chose intéressante, c'est que si on est sur un RPG au tour par tour, vos personnages et les ennemis sont situés sur une zone de combat, et la distance qui vous sépare de vos adversaires a son importance. À l'évidence, les mages ne sont pas concernés par ça, mais si vous voulez faire une attaque physique, vos personnages vont devoir se déplacer, et dans certains cas, s'ils sont trop éloignés, eh bien il vous faudra 2 tours pour les atteindre. A l'inverse, vous pouvez décider de ne pas utiliser une action de vos personnages et à la place de le déplacer dans un coin de la zone de combat. Ça pourra être utile pour mettre par exemple un mage hors de portée des attaques ennemies. Et ça, c'est intéressant. Pour le reste, c'est hyper classique. Les différents personnages ont entre 5 et 8 capacités spéciales, autant des compétences que des sorts magiques. Alors, certes, elles sont propres à chaque personnage, mais c'est quand même pas BZF. Pour le coup, on a vite fait de faire le tour des combats. Alex va avoir le droit à des techniques d'attaque, puis plus tard dans l'aventure, il aura accès au pouvoir des dragons. Luna a majoritairement des compétences de soins. Nash et Mia ont des magies offensives, le premier possédant des sorts de tonnerre et de changement de statut, tandis que la seconde a des sorts de feu et de glace. Jessica est elle aussi une guérisseuse, tandis que Kyle ne dispose que de quelques techniques offensives. Vous êtes aidé en combat par Nal qui va de temps en temps donner des coups de griffe à l'ennemi, mais ses capacités d'attaque étant tellement limitées, il ne faudra pas trop prendre sa participation en compte dans l'élaboration de vos stratégies. Pour le reste, c'est du classique avec l'utilisation d'objets, la défense qui vous permet également de bouger sur la zone de combat et la possibilité de s'enfuir. Ce qui est un peu moins classique, c'est la possibilité de laisser les personnages être gérés par IA. Oui, déjà dans les années 90, on commençait à laisser les machines dicter nos vies. Bon, ici c'est une IA assez basique, qui a certes été revue pour le remaster sorti cette année, mais elle fonctionne plutôt pas mal, à tel point que la majorité des combats peuvent être laissés à l'appréciation de la machine. Ce qui est notamment assez appréciable dans le remaster, qui encore en plus nous permet d'accélérer la vitesse, rendant le grinding beaucoup plus supportable. Bref, afin d'en finir avec cette présentation du premier épisode, je vais vous parler des différentes versions qui sont sorties à travers les années.
En juin 1992 au Japon, puis décembre 1993 en Amérique du Nord, Lunar the Silver Star débarque sur Mega CD. C'est Working Designs qui s'est occupé de la version américaine, un éditeur qui a fait pas mal parler de lui durant les années 90, mais je reviendrai dessus un peu plus tard dans la vidéo. Ils se sont d'ailleurs, entre autres, occupés de censurer cette version, changeant les pentacles en espèces de boussole et en cachant ces seins que l'on ne saurait voir. Vous pouvez le voir sur les images, même s'il y a un certain soin apporté à cette version, avec notamment, vous l'aurez compris, la présence de plusieurs cinématiques, contrairement à son remake sorti quelques années plus tard, on est face à un jeu assez sombre. Et là je parle simplement des couleurs, pas du tout du scénario, ce qui est entre guillemets normal puisque les capacités du Mega CD sont en partie liées à celles de la Mega Drive. Si l'aventure est classique et le scénario facile à deviner, la grande force de Lunar c'est de proposer des personnages intéressants avec des relations que l'on a envie de suivre. La version japonaise est trouvable pour quelques euros, mais on ne pourra pas en dire de même de la version nord-américaine qui coûte à l'heure actuelle aux alentours des 150 € minimum. Comme il s'agit de la première version de cet épisode, je n'ai pas forcément grand chose à ajouter, donc passons à la suite. En 1996 sur Saturn au Japon, puis en 1997 sur PlayStation au Japon, 1998 en Amérique du Nord, ainsi qu'en 1999 sur PC au Japon, Lunar Silver Star Story Complete voit le jour. Enfin pour être précis, c'est Silver Star Story sur Saturn et PC et Silver Star Story Complete sur PlayStation. Alors que sur Mega CD c'était The Silver Star. D'ailleurs j'espère que je me suis pas planté à un moment ou deux dans la vidéo, hein. La version Mega CD avait été un petit succès en son temps, mais un petit succès au niveau d'un accessoire qui avait lui-même un succès mitigé. Pour preuve, le titre s'est vendu à environ 100 000 exemplaires, ce qui correspond peu ou prou au nombre total de Mega CD écoulés au Japon. Le succès de la Saturn, puis plus tard de la PlayStation, vont donc motiver Gamarts et Alex à en proposer une nouvelle version. Et pour ça, ils se feront aider du studio Japan Art Media. Le but, refaire le jeu plus beau et surtout plus complet, comme le dit son sous-titre. Ici, c'est Yuichi Miyagi qui avait déjà bossé sur les opus Mega CD qui chapeaute ce remake. Yuichi Miyagi, j'aurais pu le mentionner plus tôt, puisque si j'ai cité les membres du studio Alex, du côté de Gamarts, c'est lui qui fait office de producteur. Il y a évidemment de nombreuses différences, mais une des plus notables est le passage d'environ 10 minutes de scènes cinématiques réalisées en interne à environ 50 minutes réalisées par le studio d'animation Gonzo. Le studio Gonzo dont je vous parlais tout à l'heure. Oh mon dieu, tout est lié. Je vous disais qu'il était sorti tout d'abord sur Saturn, il aura le droit à deux versions. Une première version où les animations s'afficheront dans un quart de l'écran, puis une version dite MPEG Card Version en 1997, permettant d'afficher les cinématiques en plein écran. Ceci étant, avec sa carte MPEG, les cinématiques rendent légèrement mieux sur la console de Sega que sur celle de Sony. Étonnamment, sur PlayStation, dans sa version nord-américaine, les cinématiques sont légèrement compressées en hauteur, par contre elles sont plus fluides. La PlayStation étant plus douée dans ce domaine, la version pour cette console bénéficiera directement de cinématiques en plein écran. Néanmoins, sur ce point, c'est la version PC japonaise qui semble s'en sortir le mieux. En tout cas jusqu'au remaster. C'est dingue quand même de se dire qu'aujourd'hui on a des cinématiques en 4K en plein écran, alors qu'avant on avait juste des petites fenêtres comme ça. Et on en était content. Pour le reste, on est sur un remake pur et dur. Les graphismes ont été refaits, les maps sont différentes, les textes ont été réécrits et le scénario largement agrémenté. Des antagonistes font leur apparition, des morceaux de scénario sont ajoutés, les mécaniques de combat affinées, Gamarts et Alex ne se sont pas fichus de nous. À l'évidence, Saturn, PlayStation ou PC, pour les joueurs qui ne parlent pas japonais, la question ne se pose pas et il faudra se tourner vers la version PlayStation. Pour le coup, Working Designs ne s'est pas moqué des joueurs, et étant donné que je l'ai en ma possession, je vais vous montrer le contenu de l'édition nord-américaine de Lunar Silver Star Story Complete.
Au final, grand bien leur en a pris de ressortir cet opus sur ces consoles, puisque les différentes versions Saturn se sont vendues en tout à plus de 200 000 exemplaires. 200 035 pour la première version, un peu plus de 8000 pour la version MPEG, ça explique pourquoi elle est plus chère. De son côté, la version PlayStation a largement bénéficié du travail de Working Designs, puisque si la version japonaise a dépassé les 44 000 ventes, la version nord-américaine a fait un joli 223 000 exemplaires durant la première année de sa commercialisation, ce qui en fait la version la plus vendue d'un épisode de la série. Au niveau des tarifs, les versions japonaises sont encore assez raisonnables, environ 25 € pour la version Saturn de base, environ le double pour la version MPEG. La version PC est plus rare et si un vendeur la propose sur eBay à plus de 200 $, une autre se trouve dans les objets vendus à un prix inférieur à 150 $. La version PlayStation japonaise est facilement trouvable aux alentours des 15-25 $. Pour ce qui est de l'édition nord-américaine signée Working Designs, on la trouve complète aux alentours des 150 $. Honnêtement, je pensais qu'elle coûterait plus cher que ça. Comme on va le voir, le premier épisode de la série a eu le droit à plusieurs versions, plus ou moins connues d'ailleurs. En 2002, Lunar revient sur Game Boy Advance sous le sobriquet Lunar Legend. J'aurais bien vu un Lunar Advance. Oui, ça aurait paru logique. Et donc, Lunar Legend, c'est pas vraiment la meilleure version de Lunar qui existe. Elle a ses mérites, elle permet de jouer à Lunar en version portable, même si la version PlayStation Portable sortie plus tard la rend obsolète. Cette version a débarqué au Japon et en Amérique du Nord, respectivement en avril et décembre 2002. Et quand on sait que c'est Ubisoft qui s'est chargé d'éditer la version nord-américaine et qu'il n'est pas arrivé en Europe, on se dit que c'est un peu du foutage de gueule. Et accessoirement, il faudra se contenter d'une édition uniquement en anglais. Évidemment, pour faire tenir le titre sur la petite portable de Nintendo, des concessions ont dû être faites. Les voix et les cinématiques ont disparu. Les affrontements deviennent un peu plus classiques et il n'est plus possible ici de déplacer ces personnages sur la zone de combat. Par contre, les personnages possèdent de nouvelles compétences puissantes qu'il sera possible d'utiliser après avoir rempli une jauge en faisant des attaques. La Game Boy Advance étant une console grand public, pour ne pas dire avec un public plus jeune, une quête de collection de cartes fait son apparition. Elle remplace les bromures très légèrement sexy que l'on pouvait trouver dans les versions précédentes, et il est possible de relier deux consoles pour les échanger. Enfin, ici aussi on est sur un remake pur et dur, le scénario est retouché, on va par exemple croiser le personnage de Nash dès le tout début de l'aventure, les donjons sont recréés, il y en a même un nouveau du nom de Frontier. Dans l'ensemble, la traduction ayant été cette fois-ci refaite par Ubisoft, une bonne partie du charme des précédentes versions semble avoir été perdue en cours de route. Considérant son âge, il faudra bien compter une bonne centaine d'euros, qu'il s'agisse de la version nord-américaine comme la japonaise. Au niveau des chiffres de vente, on sait que pour la version japonaise, plus de 13 000 joueurs en ont fait l'acquisition, le chiffre est inconnu pour la version nord-américaine. Silver Star ne veut pas mourir. En 2009 au Japon et 2010 dans le reste du monde, même s'il faudra se contenter en Europe d'une version numérique, débarque sur PlayStation Portable Lunar Silver Star Harmony. Encore un nouveau remake à partir de zéro, et cette fois-ci on aura le droit à des graphismes entièrement en 16 neuvième, même si les cinématiques gardent leur ratio en 4/3 de la version originale. Les graphismes ont été entièrement refaits, les sprites ont à présent des proportions normales, je trouve que les décors sont magnifiques, et pour les sprites il y a du pour et du contre, même si l'animation en combat des personnages est très jolie. Je vous avoue que si le Lunar Remastered Collection avait pu partir sur cette version, je n'aurais pas été contre. Un défaut inhérent au système par contre, c'est le nombre de chargements très, voire trop nombreux, surtout qu'à chaque fois la musique s'arrête et recommence, ce qui a vite fait de devenir usant. Niveau combat, c'est un peu le meilleur des deux mondes, puisqu'il est à nouveau possible de se déplacer sur la zone de combat, mais on garde le système de super attaque apparu avec la version Game Boy Advance. D'un point de vue scénario, on est sur quelque chose de plus proche de l'original, même si une nouvelle introduction présentant le combat entre Dyne et ses amis contre l'entité qui en voulait à Altena a été ajoutée. Ici encore, version américaine comme japonaise ont des tarifs sensiblement équivalents, aux alentours des 80-90 €. Il existe également une version premium en Amérique du Nord, une édition limitée pour laquelle il faudra au moins compter dans les 150 €, à moins de faire des compromis sur l'état. Par rapport au remake Game Boy Advance, cette version a fait un peu mieux au niveau des ventes avec plus de 17 000 ventes au Japon. Par contre, on ne connaît pas les chiffres pour le reste du monde.
Bon, je ne vais pas vous faire ici une critique en bonne et due forme du premier épisode de la série Lunar, je dirais juste que pour l'avoir refait cette année, c'est un titre qui reste plaisant et qui n'a pas trop mal vieilli dans l'ensemble. Certes, il est classique, voire limité dans son gameplay, mais l'histoire et son enrobage, autant graphique que musical, fonctionnent toujours aussi bien après toutes ces années. Si le scénario en soi n'est pas sa plus grande force, c'est une histoire classique de passage à l'âge adulte sur fond de monde et d'amour à sauver, il faut reconnaître que pour l'époque, l'écriture, en particulier celle des personnages, fonctionne encore relativement bien, et on a envie de suivre ces personnages. Le rythme est bon, le jeu n'est pas trop long et il y a rarement des temps morts. Par contre, le gameplay a vieilli. Et encore, la version remastered dont je n'ai pas encore parlé apporte son lot de qualité de vie, et quitte à choisir une version, je ne peux que vous conseiller cette dernière sortie il y a peu. Je vous rassure, si le cas du premier Lunar a été relativement long à traiter, plus on va avancer dans la vidéo, plus ça va s'accélérer. Les épisodes suivants étant souvent moins documentés, et puis il y a surtout moins de versions. Et alors c'est marrant parce que, autant je me souvenais que je l'avais sur Mega CD, par contre en préparant la vidéo, je me suis rendu compte que je l'avais également sur Saturn. c'est dingue quand même le hasard, hein. On peut lire sur internet que Lunar Eternal Blue a mis 3 ans à être développé pour un budget estimé à 2,5 millions de dollars. Lunar the Silver Star étant sorti en juin 92 et Eternal Blue en décembre 1994, pour moi ça fait plutôt 2 ans et demi, à moins que le développement du second ait débuté avant la sortie du premier. Ce qui n'est pas non plus impossible, hein. Le scénariste peut commencer à bosser sur le scénario de la suite pendant que les développeurs sont en train de finir de coder le premier, hein. Le but était bien entendu de faire mieux que le précédent, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un épisode avec 2 fois plus de dialogue que son prédécesseur. L'équipe en charge étant peu ou prou la même que pour Silver Star, je ne vais pas revenir dessus. Eternal Blue, c'est le changement dans la continuité. Il avait été pendant un temps envisagé de placer l'action quelques années après les événements de Silver Star, ce qui aurait permis de revoir quelques visages connus, mais c'était également prendre le risque que les héros du premier épisode éclipsent ceux du second. Pour éviter tout problème, les événements de cette suite se déroulent 1000 ans plus tard. La probabilité que quelqu'un soit encore en vie est assez légère dans ce cas. Et encore, je dis ça, mais on n'est pas à l'abri de revoir un visage connu, mais je m'égare. Yoichi Miyagi dira en interview que, puisqu'en l'espace de 2 ans, les joueurs avaient grandi, il était important que le scénario reflète cela. Et si The Silver Star était une jolie histoire d'amour, Eternal Blue sera plus que ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire d'amour, ça veut dire qu'il y a autre chose en plus. D'ailleurs, ça se reflète dans le casting des personnages qui est légèrement plus âgé que précédemment. Le héros se nomme Hiro. Et c'est rigolo parce que pour les japonais ça fonctionne à double sens, parce que Hiro c'est un vrai prénom pour eux, mais ça se prononce comme le mot anglais qui désigne le héros. Hiro le héros, disais-je, sera moins une coquille vide qu'Alex dans le premier Lunar et aura déjà plus de caractère. Alors coquille vide c'est une exagération de ma part, hein, mais c'est vrai que mis à part devenir maître dragon, il n'a pas beaucoup de motivation, hein. Eternal Blue commence de manière bien mystérieuse avec une jeune fille aux longs cheveux bleus qui se réveille toute nue dans un cristal, merveilleuse métaphore de la naissance, et elle découvre un monde dévasté et elle se dit qu'elle s'est réveillée trop tôt et que quelque chose a mal tourné. Ça aussi, ça pourrait fonctionner comme une métaphore de la naissance. Elle va donc débarquer dans le monde de nos héros à la recherche d'Altena. La première personne qu'elle croisera sera Hiro le héros, que l'on a découvert quelques minutes plus tôt, dans une séquence qui ne sera pas sans rappeler l'introduction de Jack dans Wild Arms. Alors, je sais pas si Wild Arms a copié Lunar 2, ou si les deux seraient plutôt inspirés d'Indiana Jones et autres films d'aventure, parce que Hiro le héros... Promis, j'arrête après celle-là. C'est ce qu'il est. Un aventurier, un chasseur de trésors, mais il ne lui faudra pas longtemps avant de tomber sur le plus beau trésor du monde, la belle Lucia, et il va décider, ni une ni deux, de lui filer un coup de main dans sa mission. Et évidemment, on est reparti pour faire un tour du monde, trouver des compagnons et botter le cul des méchants en cours de route. La nouvelle équipe sera composée de Hiro, bien entendu, qui est toujours accompagné par Ruby, une petite dragonne rouge qui reprend le rôle du sidekick rigolo tenu par Nal dans le premier opus. Lucia fera donc office de love interest, mais pas que, et le duo avec Hiro fonctionne excessivement bien puisqu'elle est comme un enfant qui vient de naître. Enfin, avec un physique excessivement bien développé, hein? Oui, bien entendu, et puis elle sait déjà parler, mais je dis pas ça pour ça. Sortant tout juste de son cristal utérus, elle ne connaît rien de la vie, du monde où elle débarque, et bien entendu, elle ne connaît rien des conventions sociales.
ce qui va donner quelques scènes fort amusantes, vous vous en doutez. Ils seront également rejoints par les personnages suivants, Ronfaure, un ancien prêtre qui a tourné le dos à la religion et qui règle tous ses problèmes à coups de dés, Jean, une danseuse faisant partie d'une caravane itinérante qui cache un passé sombre, Lemina, le meilleur personnage, une descendante de Mia du premier épisode, elle a d'ailleurs quasiment le même design, à l'exception de la couleur de cheveux, mais elle a un caractère diamétralement opposé. Elle est prête à tout pour se faire un maximum d'argent, et elle est extrêmement expressive dans ses réactions. Enfin, ils seront rejoints assez tard dans l'aventure par Léo, que l'on rencontre pourtant rapidement, même s'il fera office d'antagoniste pendant une bonne partie du scénario. De gentils antagonistes, parce qu'ils prêtent plus souvent à rire qu'autre chose. Si le monde reste le même, on y croise d'ailleurs beaucoup de lieux communs. Genre l'eau ça mouille et le feu ça brûle? Mais non, des lieux qui sont communs aux 2 épisodes. Ah! Avec un petit twist néanmoins, en 1000 ans, la religion est partie en sucette, une fausse Altena la dirige, et là où dans le premier épisode il était possible de récupérer ses points de vie en allant prier à n'importe quelle statue de la déesse, ici, vu qu'il n'y a pas de petit profit, il faudra faire une petite offrande bien sentie afin que celle-ci nous accorde ses faveurs. Ce qui est d'ailleurs bien chiant en début d'aventure quand on n'a pas beaucoup d'argent. On va également rencontrer de nouveaux antagonistes, chacun étant lié à l'un de nos héros. Borgan, le mage très déplaisant qui convoite Lemina, Lun lié au passé de Jean, ou encore Mori dont Ronfaure est amoureux, même si celle-ci n'est plus la même depuis un certain temps, entre autres antagonistes. Un mot néanmoins sur le boss final dont vous connaissez certainement le nom même sans y avoir joué, à savoir Zophar, nom de domaine bien connu pour ceux qui se sont un jour intéressés à l'émulation ces 30 dernières années. Bref, Zophar, c'est l'antagoniste ultime, dont l'inspiration est venue au scénariste Kei Shigema en voyant Sun Wukong, le héros de la pérégrination vers l'ouest, prisonnier dans la main de Bouddha. Une particularité que j'aime bien, qui a été reprise plusieurs fois depuis, mais à ce moment-là, je pense que c'était relativement novateur, c'est le fait de proposer une double fin. C'est-à-dire qu'on bat le boss, on voit le générique, et on sent un petit manque de satisfaction. Comme si on n'avait pas complètement résolu tous les problèmes, et donc là, on recharge sa partie, et oh, incroyable, l'aventure continue, le scénario n'est pas terminé, c'est plutôt pas mal, ça donne l'impression d'être récompensé, ça n'est pas juste du post-game avec un donjon et basta, hein. C'est du vrai scénario où on aura enfin le véritable dénouement à l'aventure. Concernant le gameplay, ici aussi, c'est le changement dans la continuité. Notez qu'ici je base mes explications sur le remaster, et il est possible que la version Mega CD soit différente sur certains points. Oui, mais qui irait faire la version Mega CD aujourd'hui? Ah bah tu sais, maintenant que t'as dit ça, il y a forcément quelqu'un qui va dire dans les commentaires « Oh oui, mais moi je préfère jouer à la version Mega CD ». Chaque personnage a toujours son propre style et ses propres compétences. Hiro a des attaques basées sur le vent, Ronfaure a des magies de soin mais également des magies d'attaque dont le résultat dépend d'un lancer de dés, Jean a des attaques au corps à corps, Lemina a des sorts magiques puissants, Léo a des compétences basées sur la terre. Et Lucia va être gérée par la machine et elle dispose de magies d'attaque et de soin. Par contre, ce nouvel opus apporte son lot d'accessoires qui vont avoir un intérêt en combat. Vous allez mettre la main sur des objets qui vont vous permettre de débloquer de nouvelles magies, que vous pourrez donc donner à n'importe quel personnage, ce qui permet d'étoffer les compétences de chacun. Encore plus sympa, vous allez pouvoir mettre la main sur une crête de la déesse, un accessoire qui booste un autre accessoire que vous équipez, augmentant les statistiques ou modifiant les attaques. Donc il y a un côté plaisant à essayer les différentes combinaisons possibles. Lunar Eternal Blue est sorti au Japon le 22 décembre 1994 et en Amérique du Nord le 15 septembre 1995. Encore une fois, c'est Working Designs qui s'occupe de la version nord-américaine. Les ventes japonaises seront un peu moins bonnes que celles du premier épisode, sans que ce soit honteux pour autant, puisque ce second opus a été acheté par quasiment 90 000 joueurs japonais. Les graphismes restent quelque peu limités, même s'ils font plus cracher leur trip à la machine. Il y a également plus de lignes de dialogue doublées, plus de scènes cinématiques, et celles-ci sont mieux animées. Le titre est aussi connu pour avoir quelques problèmes d'équilibrage, les donjons sont longs et parfois difficiles, et certains combats de boss, comme celui contre Borgan, auront fait s'arracher les cheveux de pas mal de joueurs. On pourra noter également que dans cette version, vous gagnez des points d'expérience et des points d'expérience magiques qui vous permettent d'améliorer vos capacités. Ceci sera abandonné dans le remake, et les compétences augmenteront simplement quand vous gagnez des niveaux.
Au niveau des tarifs, avec Eternal Blue, on est un peu au-dessus de Silver Star. La version Mega CD japonaise reste abordable, et vous pourrez mettre la main dessus à partir de 40€. La version nord-américaine est déjà beaucoup moins accessible et elle part facilement aux alentours de 200-300€. Parfois plus en fonction de l'état. Ce second opus est ensuite ressorti tout d'abord sur Saturn le 23 juillet 1998 et sur PlayStation au Japon le 27 juillet 1999, et il aura évidemment le droit à une version dite Complete en Amérique du Nord en décembre 2000, ici aussi édité par Working Designs. Si le remake du premier opus avait vu l'ajout d'une nouvelle chanson, pour Eternal Blue, c'est l'inverse. Working Designs avait pris l'initiative d'ajouter une chanson dans la version Mega CD, mais elle est absente des versions PlayStation et Saturn. Chose rare, très certainement pour des questions de taille, certaines scènes cinématiques de la version Mega CD n'ont pas été refaites en animation pour ce remake, mais elles sont devenues de simples scènes réalisées avec le moteur du jeu. La version Saturn tient sur 2 disques, tandis que la version PlayStation est sur 3. Ce qui permet à cette dernière de proposer des cinématiques de meilleure qualité. Ce remake revoit également la difficulté générale à la baisse. Certains donjons particulièrement éreintants dans la version Mega CD sont plus courts, et dans certains cas, certaines batailles ont été supprimées. Mais à l'inverse, on trouve 2 nouveaux donjons dans la version Saturn, et 2 autres supplémentaires dans la version PlayStation. Et infailliblement, cette version voit le retour des bromures si vous voulez voir vos héroïnes préférées en petite tenue, et même parfois vos antagonistes pas préférés du tout de la même manière. Au niveau des chiffres de vente, la version Saturn fait plus ou moins les mêmes chiffres que l'épisode précédent, dépassant les 90 000 ventes. La version PlayStation suit le même chemin que pour Silver Star Story Complete, au Japon à peine plus de 53 000 ventes, tandis que la version nord-américaine atteint les 170 000 ventes. Encore une fois, Working Designs nous propose une jolie édition limitée dont je vais vous montrer le contenu. Comme d'habitude, les versions japonaises restent accessibles, il vous en coûtera aux environs des 30€, que ce soit la version Saturn, la version PlayStation de base, ou la ressortie à petit prix Kadokawa The Best. Pour l'édition nord-américaine PlayStation, il faudra facilement compter sur un bon 150€ minimum pour avoir une édition la plus complète possible.
Une chose amusante, c'est que j'ai découvert Lunar Eternal Blue pour la première fois bien des années après sa sortie, au milieu des années 2010. Et donc se sont affrontés mes souvenirs du premier Lunar et mon ressenti sur le second, et à ce moment-là, Lunar Eternal Blue a perdu le combat. Cette année, j'ai eu l'occasion de refaire les 2 épisodes à la suite dans la compilation dont je vous parlerai juste après, et cette fois-ci, les 2 titres se sont retrouvés sur un pied d'égalité, et le match était déjà un peu plus serré. Lunar, premier du nom, est peut-être le plus intéressant au niveau de son histoire générale et des personnages dans l'ensemble, mais j'ai trouvé la relation entre Hiro et Lucia mieux écrite que celle entre Alex et Luna. Lucia est ici un personnage qui débarque de nulle part, qui ne connaît rien au monde et aux conventions de la société, et qui va évoluer petit à petit, ce qui rend le personnage très attachant. Le fait qu'on ne puisse d'ailleurs pas la diriger en combat souligne bien que, d'une part, elle est indépendante, et d'autre part, qu'elle ne sait pas comment réagir avec les autres. Ici encore, la grande force de Lunar 2, c'est sa narration. Le scénario est très classique, avec tous les poncifs de cette période, mais les personnages sont attachants, avec leur lot de mystère, voire de noirceur, et ils vont tous évoluer. Hiro et Lucia sont liés par leur mission. Ronfaure et Léo partagent un passé commun, tandis que Jin va chercher à se libérer de son passé, et Lumina va gagner en sagesse. Au niveau du gameplay également, celui du second opus est le plus intéressant. La possibilité d'utiliser des accessoires pour donner des compétences spéciales aux personnages donne de la profondeur au système. A l'inverse, il y a quelques choix discutables. La possibilité de sauvegarder nécessite une étape de plus que dans le premier opus, ce qui a vite fait de devenir lourdingue. Et surtout le fait que le pas de course des personnages d'Eternal Blue corresponde à la vitesse de base de ceux de Silver Star Story rend l'exploration plus mollassonne, puisqu'on ne peut pas être sans arrêt en train de tracer. Ce sont des petits défauts que j'aurais bien voulu voir corrigés dans le remaster, mais ça n'empêche évidemment pas d'apprécier cet épisode. Théoriquement, il n'y a rien qui vous empêche de découvrir Eternal Blue avant Silver Star Story, surtout que l'histoire se déroule 1000 ans plus tard. Mais il y a pas mal de choses qui sonnent comme des clins d'œil, donc c'est plus intéressant de les faire dans l'ordre de sortie. Vous noterez que jusqu'à présent, j'ai mentionné le nom de Working Designs concernant la traduction des 2 premiers titres en anglais sans vraiment rentrer dans le détail. Je pense qu'il y a suffisamment de choses à dire sur la société pour qu'elle ait le droit à une partie dédiée dans cette vidéo. Working Designs est une société américaine qui a été fondée en 1986 et qui a été en activité jusqu'en 2005. Elle est indissociable de son créateur, Victor Hyland, qui a souvent fait parler de lui sur le net, et au final c'est une société que les joueurs adorent autant qu'ils détestent. Il faut reconnaître qu'ils ont fait plein de choses bien. Ils ont sorti des créations moins ambitieuses qu'aucun autre éditeur n'aurait sorti. Ils ont eu un rôle dans le développement des RPG en Occident, et surtout ils réalisaient des éditions de qualité. On leur doit un paquet de bons titres, Cosmic Fantasy 2, Popful Mail, Dragon Force, Albert Odyssey, Legend of Eldin, Magic Knight Rebirth et j'en passe. Clairement, c'est une société qui aimait ce qu'elle faisait, même si de l'autre côté, il y avait pas mal de choix discutables. Ils étaient connus pour avoir de nombreux retards, les traductions étaient travaillées, mais parfois un peu trop de liberté était prise. Les traductions brisaient fréquemment le 4e mur. Ils rajoutaient des blagues là où il n'y en avait pas. Quand un petit vieux disait dans la version japonaise « Si Vayne s'effondre, je m'y rendrai peut-être pour récupérer quelques morceaux de sa tour d'argent », la version américaine se changeait étonnamment en « Bon, pourquoi les M&M's font-ils dans la bouche mais pas dans la main ?» Et puis, bien entendu, vous avez dans Lunar 2 la fameuse blague faisant référence à Bill Clinton. Pourquoi pas ? Et en vrai, ça n'est même pas ça le plus dérangeant, le pire étant que Working Designs avait une certaine manie de faire des modifications au titre. Quand il s'agit de rajouter une chanson qui n'était pas présente dans la version japonaise, je veux bien, ça donne une plus-value à la version américaine. Par contre, notre brave Victor Hyland, ce qu'il n'aimait pas, c'était que les joueurs finissent trop vite leur jeu. Finir un RPG dans le week-end et le ramener à la boutique le lundi suivant, ça lui posait problème. Donc il ne pouvait pas s'empêcher de retoucher au gameplay. Il y avait des petites retouches compréhensibles, comme modifier les statistiques des ennemis, les rendre plus forts, plus résistants, changer le design des pentacles sur le sol ou cacher les poitrines des ennemis ou les fesses de Lucia. Alors je suis pas fan de ce genre de modifications, mais à une époque où les jeux vidéo étaient encore considérés comme des loisirs pour enfants, je les prends comme un mal nécessaire. Par contre, il y avait d'autres modifications plus abusives, comme devoir dépenser des points de magie à chaque fois que vous sauvegardez. Dans la version originale de Lunar 2, il était possible de sauvegarder quand vous vouliez, ce qui est toujours agréable quand ça évite de devoir se retaper 30 minutes de donjon parce qu'il faut éteindre la console en urgence. Mais ça ne plaisait pas à Victor, donc il a décidé, dans la version américaine, ça décomptera des points de magie.
Autre exemple, dans le premier Lunar, à la toute fin, Luna téléporte Alex. Dans la version japonaise, il n'y a rien à faire. Simplement, Luna téléporte Alex. Dans la version nord-américaine, ce brave Victor s'est rendu compte que vous transportez une harpe et qu'elle ne sert à rien. Donc ils ont demandé à Game Arts de faire en sorte que si le joueur n'utilise pas la harpe à ce moment-là, il se fera tuer un peu après. Le truc, c'est que les gens de Game Arts ont validé ça, donc qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Et le pire étant qu'il n'y a rien qui indique qu'il faut utiliser la harpe à ce moment-là. Si ça, c'est pas un bon moyen de vendre des guides. Ah, tout s'explique. Bref, aujourd'hui, Working Designs n'existe plus. Leur dernière création fut Growlancer Generation sur PlayStation 2 en 2004. Ils ont mis du temps d'ailleurs avant de bosser avec Sony, Victor Hyland s'étant fâché avec Bernie Stolar, ancien président de Sony Computer Entertainment America, qui ne voulait que des jeux d'action sur la première PlayStation et était contre les autres styles de gameplay, notamment les RPG. Quel homme détestable. Finalement, Stolar a rejoint Sega, Hyland a décidé de ne plus éditer de titres sur Saturn et s'est mis à travailler avec Sony, ce qui nous a permis d'avoir ces magnifiques éditions des 2 Lunars sur PlayStation. Après la disparition de Working Designs, Victor Hyland a fondé une nouvelle société, Gaijin Works, dont le but était toujours d'éditer en Amérique du Nord des RPG japonais. On leur doit le portage de pas mal de leurs anciennes créations sur le PSN, mais également l'édition de Class of Heroes 2 et 2G ainsi que Summon Night 5 et 6 en Occident. Malheureusement, depuis une dizaine d'années, c'est le silence radio. Et pour conclure avec Lunar Silver Star Story et Eternal Blue, je suis obligé de vous parler de la compilation qui est ressortie il y a quelques mois, Lunar Remastered Collection signée Gungo Online. Celle-ci est disponible sur PlayStation 4, Switch, Xbox One et PC, avec des sorties physiques sur PlayStation 4 et Switch. Les extraits que vous voyez depuis tout à l'heure proviennent de ma partie sur Switch. Je ne vais évidemment pas revenir sur le gameplay ou le scénario, ça n'aurait aucun intérêt. Ces éléments n'ont pas été retouchés. Les principales différences viennent des graphismes qui sont cette fois-ci en 16/9 et du gameplay avec tout un tas d'ajouts de qualité de vie. Concernant les graphismes, il est possible de passer d'un affichage moderne vers la version originale PlayStation, je vais dire. J'imagine que le remaster se base sur cette version. Il n'est pas possible de passer de l'un à l'autre d'une pression d'une touche, comme c'est le cas avec certains titres, mais vous pouvez sauvegarder, revenir au menu de base, changer le style et recharger votre partie. Je vous avoue que l'affichage de base, ça va 5 minutes, mais le remaster fait du bon boulot, les couleurs sont éclatantes et les scènes cinématiques sont passées à la moulinette de l'IA. Le travail n'est pas parfait, mais je le trouve propre. Je préfère avoir quelques traits approximatifs sur certains dessins plutôt que de gros artefacts en étirant une image basse résolution. Le gros point positif de cette version, c'est la présence, pour la première fois, de textes en français, avec un doublage en anglais et japonais. Le doublage anglais n'est pas celui de Working Designs, il a été refait pour l'occasion, mais la traduction se base en partie sur celle du studio, même si j'imagine qu'ils ont dû changer certaines blagues datées. Et concernant les textes, il est évident que cette nouvelle version n'a pas bénéficié du même soin que celle de l'époque, où on est sur de la traduction par IA. Enfin, je suppose, les éditeurs ne communiquent pas vraiment là-dessus. J'ai noté quelques maladresses, mais ça reste compréhensible dans l'ensemble. Le fameux appuyer sur une bouton dès l'écran titre est quand même pas mal. Pour le reste, il y a quelques ajouts de qualité de vie, le principal étant la possibilité d'accélérer le rythme des combats, ce qui rend le grinding beaucoup moins laborieux que dans les versions PlayStation, et donc, en toute logique, la compilation se termine plus rapidement qu'auparavant. Il m'avait fallu 26 heures en 1999 pour finir le premier Lunar, 35 heures en 2015 pour finir le second, il ne m'aura fallu que 50 heures pour boucler la compilation. Bref, autant j'aime bien le remake sur PlayStation Portable du premier Lunar, mais je dirais que si aujourd'hui vous voulez vous lancer dans la série, ce remaster est sans hésiter la meilleure façon de découvrir ces deux opus. Je vous avoue que ça aurait été intéressant d'avoir les versions Mega CD en bonus, mais bon, les scripts étant différents, cela aurait nécessité de refaire la traduction, donc je ne pense pas que Gungo y aurait trouvé son avantage. Si à ce jour vous voulez vous essayer au premier Lunar dans leur version Mega CD, ceux-ci sont, entre guillemets, ressortis et ils sont disponibles avec la Mega Drive Mini 2, une console miniature qui avait vu le jour en 2022 au Japon. Par contre, ils ne sont pas dans la version occidentale de la Mega Drive Mini 2 parce que Victor Hyland a mis son veto.
Concernant la version japonaise, à présent il va falloir scruter eBay et le tarif ne sera plus aussi intéressant. Et les deux jeux sont en japonais, mais au moins vous savez que cette solution existe. Bon, je vais pas vous faire l'intégralité de tout ce qui existe autour de Lunar. Entre les horloges, les tasses, les pins, les figurines et j'en passe, il y aurait de quoi faire. Je vais quand même mentionner une curiosité qui se nomme All the Lunar Hyper Applications, qui est un logiciel pour PC disponible bien entendu uniquement au Japon. Je n'ai pas beaucoup d'informations, mais c'est un des Graals des amateurs de la série. Il s'agit d'un ensemble d'applications dont certaines fonctionnent également sur Mac. On y retrouve un jeu de cartes, une galerie d'images, 6 horloges, une galerie de fonds d'écran reprenant notamment les bromures des deux opus, des artworks, des fichiers audio avec notamment celui de Jin que l'on peut utiliser comme réveil, un logiciel pour vérifier vos emails, et enfin un autre logiciel pour créer des musiques. C'est tout, mais c'est déjà pas mal. Je finirai également, en espérant ne rien avoir oublié, en précisant que Lunar Silver Star Story est ressorti tout d'abord en 2012 sur iPhone et iPad grâce à la société Somoga, puis sur Android et l'Amazon App Store en 2024. Comme le dit le titre, c'est une version remasterisée qui se base sur la version Saturn PlayStation, mais entièrement jouable en tactile et avec des graphismes en 16 neuvième. Cette version propose pas mal d'options de choix de difficulté et de musique notamment, et il est toujours disponible aujourd'hui au tarif de 10,99€. Bon, une petite pause. On se fait un peu chier, non? Ouais, c'est pas faux. J'ai fait 2 des 5 épisodes de la série, mais c'était vraiment le gros morceau. Il me reste à vous parler des épisodes Game Gear, Saturn et DS. Ce sont des épisodes mineurs, même si ce sont eux qui ont mené à la déchéance du studio Alex. Et là, ça va devenir sombre. Donc vous savez quoi? On prend notre respiration et on y retourne. Après le succès des 2 premiers épisodes sur Mega CD, et avant la sortie des remakes sur console 32 bits, la série Lunar va continuer pendant un temps à sortir sur console de Sega. En 1996, la série débarque sur Game Gear avec le spin-off Lunar Sanpōsuru Gakuen, que l'on pourrait traduire par l'école ambulante, et celui-ci aura le droit à un remake en 1997 sur Saturn, sous le titre Mao Gakuen Lunar, autrement dit l'école magique Lunar. Concernant les différences entre les deux versions, j'y reviens un peu après. Cet épisode est développé par le studio Alex et Game Arts, et on y retrouve encore une fois quelques noms connus. Toshiyuki Kuboka se charge encore une fois des illustrations, et il suffit de jeter un œil à la jaquette pour retrouver son style particulier. Il est aidé par Akari Funato qui avait déjà travaillé sur la série, la musique est toujours signée Noriyuki Wadare, et celui-ci est aidé par Isao Mizoguchi, qui avait également participé aux précédents épisodes, soit comme compositeur, mais aussi et surtout comme parolier. On retrouve encore une fois Yoichi Miyaji en tant que producteur, par contre on a 2 petits nouveaux au scénario. Yu Sugitani, crédité sur la version Game Gear et Saturn, et Takamasa Okazaki. Les deux n'ont d'ailleurs pas fait une longue carrière dans le monde des jeux vidéo si je me fie à Moby Games. Le scénario se déroule plusieurs siècles avant les événements du premier Lunar, et on va y suivre les aventures de 2 jeunes filles, Ellie et Lena, toutes 2 originaires du village de Burg, ville dans lequel naîtra Alex quelques centaines d'années plus tard. Les 2 héroïnes vont rapidement être invitées à rejoindre une école de magie, ce qu'elles auront tôt fait d'accepter puisque, outre les cours, c'est également synonyme de repas gratuits. Le début de l'aventure a un petit côté Sa Majesté des Mouches, étant donné que le groupe de magiciens en devenir va découvrir que la ville où se situe l'école est déserte et que tous les adultes,
et leurs profs en particulier, ont disparu. Il ne leur restera plus qu'à s'organiser. Ceci étant, ça n'est que le début, et ces derniers referont surface bien rapidement. L'aventure est divisée en 12 chapitres, durant lesquels les héroïnes vont se faire de nouveaux compagnons, découvrir le campus à l'intérieur de la ville, mais elles vont également faire la connaissance de 2 antagonistes qu'elles devront affronter. Game Gear oblige, on se retrouve ici avec un titre au graphisme et au gameplay beaucoup plus simple. Des écrans fixes, des techniques simples, c'est un sacré retour en arrière, mais avec un jeu pour console portable, surtout dans les années 90, il faut forcément faire des concessions. A noter que si cet épisode n'est jamais sorti du Japon, il existe néanmoins une fan trad disponible en anglais. Je l'ai essayé dans le cadre de cette vidéo, j'ai joué quelques heures, là où les 2 premiers opus sont encore jouables aujourd'hui, la simplicité du gameplay de celui-ci commence à accuser son âge, et je doute que son scénario justifie à lui seul que vous vous lanciez dedans. Au niveau du tarif, comme vous le savez, les RPG japonais sont souvent relativement accessibles, et pour Luna Sanposuru Gakuen, ça n'est pas le cas. Le moins cher que j'ai vu sur eBay était à 80 € et la boîte était en état moyen. Il n'est pas rare que certains essayent de les vendre, certes en bien meilleur état, à un tarif avoisinant les 200 €. Et pour cet épisode, je n'ai pas trouvé de chiffre de vente. En 1997, Mao Gakuen Lunar voit le jour et il s'agit donc d'un remake de l'épisode Game Gear, cette fois-ci pour la Saturn. Génial, une console beaucoup plus puissante, ça va lui permettre d'afficher tout son potentiel. Alors, comment vous dire ? Effectivement, avec ce Mao Gakuen, on est déjà beaucoup plus proche d'un véritable épisode de la série Lunar. Les graphismes ont été entièrement refaits. On a des jolis portraits des personnages pendant les dialogues, les graphismes sont colorés, et des cinématiques signées par le studio JC Staff font enfin leur apparition. Si le scénario se déroule toujours en 12 chapitres, les événements ont été largement modifiés. Fini l'épreuve où les étudiants doivent trouver leur professeur au début. Tout le monde est présent et même les antagonistes apparaissent plus rapidement. On a même droit à l'introduction de l'un d'entre eux, Memphis pour ne pas le nommer, dès la cinématique d'introduction. Techniquement, il y a du pour et du contre. Les sprites en combat sont moins soignés que ceux que l'on voit quand on est sur la carte. Et soit à minima vous utilisez les mêmes sprites, soit, encore mieux, vous êtes censé soigner plus les sprites des combats que ceux de la map. C'est la base! Et tant qu'on est dans les combats, le gameplay a été modifié, je dirais même simplifié, puisqu'on oublie ici la possibilité de se déplacer. Par contre, vous aurez jusque 6 personnages sur la zone d'affrontement, soit 1 de plus que dans les précédents épisodes. Comme ce sera le cas pour les autres Lunars, la Saturn n'étant de base pas très douée pour afficher les cinématiques, celles-ci sont de qualité moyenne, et comme il n'y a pas eu de portage après, eh bien, il faudra s'en contenter. Et ce qui est fort dommage, c'est qu'à la différence de la version Game Gear, ce remake n'a eu le droit ni à une traduction officielle, ni à une fan trad. Autrement dit, si vous ne parlez pas japonais, ça n'est même pas la peine de vous en approcher. Et donc, ce que je vais dire à présent, ce sont des informations que j'ai trouvées sur internet, donc je n'ai pas pu vérifier par moi-même, mais il semblerait que le titre ait mal vieilli sur certains points, dirons-nous, pour être poli, et que celui-ci semble assez malaisant à cause de certaines scènes. Les personnages principaux sont des jeunes filles, jeunes, des ados, et si la majeure partie de l'aventure est tout ce qu'il y a de plus mignon et bon enfant, on va se retrouver avec une scène où l'un des profs demande à l'héroïne de se dévêtir pour lui mettre de la peinture dessus. Et c'est pour faire de la magie, le prof ne semble pas avoir de pensée sous-jacente, mais c'est limite. Une autre scène verra également le mariage entre 2 personnages âgés de 14 ans. Que des adolescents tombent amoureux, c'est mignon, et qu'ils se retrouvent à se marier à cet âge, ça n'est plus la même chose. Bref, ça a l'air d'être des exceptions dans un jeu autrement tout ce qu'il y a de plus gentil, mais sachez à quoi vous attendre si vous voulez vous lancer dedans aujourd'hui. J'ajouterai également qu'il sera accompagné à sa sortie par une petite animation de 10 minutes, en plus d'une série de mangas. Laissez-moi vous montrer un petit extrait. 強い魔物がごちゃごちゃいるんでしょ。赤いウインナーとレタスのサンドイッチにしようかしら。あっさりと入ってきよったぞバル。大丈夫よメンフィス。すでに身の丈。松浦ガキども。俺様はバルア様の一の手下ミノタウス。Cet épisode n'est pas particulièrement difficile à trouver, il ne vous en coûtera pas plus d'une 30aine d'euros.
J'avais même dû avoir le mien pour encore moins cher, mais je l'ai acheté il y a un paquet d'années. Ce n'est pourtant pas l'épisode le plus vendu, à peine 16 000 exemplaires, mais il faut croire qu'il n'intéresse vraiment pas grand monde. Comme je le disais un peu plus tôt, Sanposuro Gakuen et Mao Gakuen sont les épisodes qui vont signer la fin de la relation entre les studios Alex et Game Arts, et plus grave encore, la fin tout court du studio Alex. Si les deux entreprises se sont toujours bien entendues, leurs relations restaient avant tout des relations professionnelles. Et en toute logique, celles-ci étaient liées par des contrats. De fait, les deux entreprises vont se retrouver de 1997 à 2003 dans des imbroglios juridiques. C'est Game Arts qui va dégainer le premier, le studio Alex n'ayant pas respecté ses engagements sur Mao Gakuen Lunar. Game Arts décide de ne pas leur payer de royalties lors de la sortie du remake de Silver Star Story sur Saturn. Ça ne plaît qu'à moitié au studio Alex qui y trouve quelque peu à redire et qui va attaquer Game Arts en justice. Pour le coup, ça paraît évident que le studio Alex a le droit à sa part du gâteau. Ceci étant, on ne peut pas vraiment dire que ça ait plu à Game Arts qui, en retour, va placer son plus beau contre Uno et il va donc, en toute logique, lui aussi attaquer en justice le studio Alex en raison du travail bâclé qu'il a réalisé sur Mao Gakuen Lunar. Un travail à ce point mal fichu que Game Arts a dû faire appel à un studio externe, Beats Laboratory, pour achever la version Saturn, rallongeant d'autant la facture initiale. Dans les faits, ce qui sera reproché au studio Alex notamment, c'est que Game Arts leur avait demandé d'ajouter un scénario supplémentaire pour augmenter la durée de vie, ce que le studio Alex ne réussit pas à achever avant la date limite. Beats Laboratory a fait ce qu'il pouvait, mais les possibilités étant limitées, donc pour allonger la durée de vie, une des solutions a été d'augmenter la fréquence des affrontements, et on se retrouve à voir se lancer un nouveau combat tous les 3 pas. Quel bonheur! Bref, je vais vous passer les détails du compte-rendu de la haute cour de Tokyo, surtout que je suis passé par la traduction automatique de Google pour essayer d'y comprendre quelque chose, mais si, au final, il sera reconnu que Game Arts était en tort pour les remakes de Lunar sur Saturn, et qu'ils se retrouveront avec une amende de 9 937 380 yens à régler, soit environ 80 000 € avec le taux de change de l'époque et sans tenir compte de l'inflation, de son côté, le studio Alex se retrouve avec une amende de 75 620 356 yens, soit environ 600 000 €, desquels seront retirés les 9 937 380 yens que leur doivent Game Arts. Une amende importante qui va tout simplement mettre le studio Alex sur la paille. Chose amusante, le compte-rendu du tribunal permet d'avoir accès au budget, et on se rend compte qu'une création comme Mao Gakuen Lunar avait un budget initial de 120 millions de yens, soit un peu moins d'1 million d'euros, et qu'il atteindra au final les 195 620 356 yens avec toutes les rallonges, soit environ 1 500 000 €. Si le studio Alex n'existe plus aujourd'hui, les différents membres sont pour la plupart encore en activité. Ça vaut mieux, hein, il faut bien cotiser pour la retraite. Tomi Kazunari, créateur du studio, semble être allé à la Gainax. Keiichi Gema a créé sa boîte et a travaillé sur les scénarios de nombreuses œuvres. Toshiyuki Kuboka a continué à bosser dans l'animation. Et dernièrement, on le retrouvait par exemple à la réalisation de l'anime Shangri-La Frontier. Et je veux pas vous refaire tout le casting. Bon, bah il nous reste plus qu'un seul jeu à faire et j'ai pas envie. J'ai pas envie. C'est pas un bon jeu. Allez, reprends-toi. Ouais, bon bah c'est comme aller chez le dentiste, c'est juste un dur moment à passer. Bref, on va parler de Lunar Genesis. Lunar Genesis est sorti sur DS en 2005 au Japon et en Amérique du Nord, et en 2006 en Europe. D'ailleurs, sur le territoire nord-américain, il a pris le nom de Lunar Dragon Song. Dragon Song, parce que c'est un jeu DS. J'ai déjà eu l'occasion de parler de lui sur ma vidéo consacrée au pire RPG auquel j'ai joué. Vous vous en doutez en regardant la date, le studio Alex n'étant plus, il s'agit ici d'une création Game Arts co-développée par le studio Japan Heart Media. La couverture nord-américaine a le culot de mentionner dans un gros bandeau par les créateurs originaux de Lunar Silver Star. Mais à part des illustrations signées Toshiyuki Kuboka, pour le reste on ne retrouve pas grand monde commun aux deux titres. Lunar Genesis est ce qui se rapproche le plus d'un Lunar 3. Il faut dire que pendant longtemps, c'est une chimère qui a fait rêver les joueurs. Une chimère sur laquelle le studio Alex avait néanmoins commencé à travailler. Mais n'existant plus, il y avait peu de chances de retrouver dans ce Lunar Genesis d'éventuelles traces du travail du studio.
Dans cet opus, on se retrouve propulsé 1000 ans avant les événements du premier épisode, et si Lunar et Channel Blue qui se déroulaient 1000 ans après arrivaient à faire le lien entre les deux opus, ici on est plus sur des ressemblances ou au mieux des liens de surface. Vous allez jouer le rôle de Giant Campbell, un acrobate en devenir qui combat avec ses pieds. Il est accompagné de Lucia Collins qui se trouve être la réincarnation d'Althena, mais malgré son nom, elle n'a rien à voir avec la Lucia d'Eternal Blue. Ils seront aidés par Gabrielle Ryan, une fille-chat, Flora Banks, une archère, et Rufus Clow, un homme-bête. Parce qu'il n'est pas très intelligent. Non. Et la petite équipe devra affronter Ignatius, un maître dragon qui a trahi Althena. Le scénario de ce Lunar Genesis n'invente rien, et il va même jusqu'à reprendre celui de Silver Star Story dans les grandes lignes. Mais si Thor se limitait à son scénario, ça serait pas grave. Lunar Genesis est plombé par tout un tas de choix de gameplay absolument incompréhensibles. Lunar Eternal Blue vous permettait de marcher ou de courir pendant quelques secondes afin d'éviter les ennemis. Genesis vous permet de vous traîner lentement ou de courir pour les éviter et ce faisant de perdre des points de vie. Et ce, en donjon comme en ville. Il y a une petite idée pas inintéressante dans les donjons qui est que lorsque vous avez battu tous les ennemis d'un lieu, ceux-ci ne réapparaissent pas, vous récupérez des points de vie et de magie, et vous avez accès à un coffre à trésor spécial. La petite difficulté étant que lorsque vous battez un ennemi, un compteur apparaît, et vous devez en affronter un autre avant la fin du compteur, sinon un nouveau monstre apparaît. Donc, sur le principe, c'est une bonne idée. Il y a juste un tout petit problème dans l'équation, et le problème est le suivant. Courir vous fait perdre des points de vie. Certes, les donjons ne sont pas très longs, et plus vous montez en niveau, moins la perte de points de vie est handicapante, mais quand même. Lunar Genesis a également un autre gros problème de gameplay. Vous avez le choix entre deux modes en combat. Dans un mode, vous gagnez des points d'expérience. Dans l'autre mode, vous gagnez des objets, sachant que vous devez les revendre pour gagner des sous. Qui s'est dit que c'était une bonne idée de gameplay ? Qui est l'idiot qui a validé ça ? Sérieusement ? Surtout qu'à côté de ça, les combats sont lents. Vous avez le choix entre un mode automatique et un mode manuel, mais dans l'absolu, ça ne change pas grand-chose. Et vous vous retrouvez avec un jeu qui semble incroyablement pâteau, et vous n'allez prendre aucun plaisir à y jouer. Le pire étant que les critiques font état d'un scénario, alors je vais pas dire forcément bon, mais tout au moins qui se laisse suivre. Mais c'est tellement peu agréable console en main que vous n'aurez aucune envie de vous infliger ça. En fait, je pense que certains problèmes comme les choix entre expérience et objet viennent du fait qu'on est sur un des tout premiers RPG de la machine et que ces maladresses viennent surtout d'une méconnaissance de la console. S'il était sorti plus tard, il aurait peut-être été possible de sauver les meubles, mais en l'état, je ne peux pas vous le conseiller. Peut-être que si ce Lunar Genesis s'était appelé Aventure générique dans un monde merveilleux à petit budget, ça serait passé. On aurait peut-être salué ses choix de gameplay inventifs. Mais là, il s'agit au final d'une dernière itération d'une série prestigieuse qui n'a eu de cesse de décevoir passé deux premiers opus d'excellente facture. Et là, c'est difficile de lui pardonner. Au niveau des tarifs, l'avantage étant que celui-ci étant un titre moyen, dirons-nous pour être gentil, sa cote n'a jamais sensiblement augmenté, et que ce soit les versions japonaises, nord-américaines ou européennes, il se trouve facilement aux alentours des 40 €, parfois moins en cherchant un peu. Faut dire qu'en même temps, il s'est relativement bien vendu, 25 000 exemplaires au Japon, 50 000 en Amérique du Nord, et je n'ai pas les chiffres pour l'Europe, mais ça en fait un épisode facilement accessible. Que reste-t-il de Lunar après toutes ces années ? Avant de me lancer dans l'écriture de cette vidéo, j'étais persuadé que si les Lunar, ou pour être précis, les deux premiers épisodes, étaient des RPG appréciés, qui ont leurs fans, mais que ça n'allait pas plus loin, je me suis rendu compte que ma vision était quelque peu limitée. Certes, les Lunar ne sont pas la plus grande série du monde. Elle n'a pas eu l'impact le plus important qu'il soit, mais il faut lui reconnaître qu'elle a eu un certain impact. Voire un impact certain. Même si les choses avaient commencé à bouger, les RPG qui l'avaient précédé étaient beaucoup plus avares en mise en scène, en narration. Lunar a montré une nouvelle voie, la série a montré qu'il était possible de proposer plus, de faire des choses plus travaillées, mieux écrites,
Bref, il y a eu un avant et un après Lunar. Mais un après que la série n'a pas réussi à traverser. Si Mao Gakuen Lunar a été fatal au studio Alex qui ne s'est pas remis de l'amende infligée par le procès, Lunar Genesis a été quant à lui le coup de grâce qui a fini d'achever une série qui se portait déjà mal. Alors soyons heureux, nous sommes dans une période faste pour les remasters en tout genre, ce qui a permis le revival de la série. Ceci étant, Lunar Remastered Collection sera plus un dernier coup d'éclat et non pas l'amorce d'un retour en force de la licence. Bref, vous l'aurez compris, Lunar, je ne peux que vous inviter à vous pencher dessus, tout au moins sur les 2 premiers épisodes. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris plus sur les Lunars. Si c'est le cas, je vous invite à partager la vidéo, ou à mettre un boost si vous regardez sur l'application YouTube. Je vous invite indéniablement à vous abonner si vous aimez les RPG. Vous risquez de trouver votre bonheur sur la chaîne. Merci d'avoir regardé, et d'ici la prochaine, eh bien jouez bien, à les RPG ou à autre chose. Alors, instant auto-promo, vous aimez les RPG japonais mais vous avez du mal à suivre l'actualité? Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que tous les derniers lundis du mois, je fais un journal du JRPG. Je reviens sur les annonces des jeux qui sortent en Occident, qui sortent au Japon, qui sortent sur smartphone. Je fais un récapitulatif mensuel de toutes les sorties en Occident et puis même un petit point sur les goodies, en particulier les figurines. Je suis certain que vous trouverez votre bonheur.